J'ai été contrainte par mes parents de donner la moitié de mon salaire à mon frère, le chouchou de la famille. Des années plus tard, j'ai finalement eu ma revanche le jour de mon mariage. Je m'appelle Aurore et j'ai 30 ans. J'ai toujours eu un lien conflictuel avec mon jeune frère, Jacques, qui est un garçon et qui a 10 ans de moins que moi. En grandissant, nos parents n'ont cessé de le préférer, ce qui a provoqué beaucoup de conflits entre nous. Ils le félicitaient pour la moindre de ses réalisations alors qu'il mentionnait à peine les miennes. La dynamique de notre famille n'a pas toujours été ainsi. Quand j'étais plus jeune, avant la naissance de Jacques, mes parents me faisaient sentir aimée et soutenue. Ils m'emmenaient au parc, me lisaient des contes avant de me coucher et accrochaient fièrement mes dessins sur le réfrigérateur. Cependant, tout a changé avec la naissance de Jacques. Jacques a toujours été destiné à être l'enfant chéri. Nos parents l'adoraient, ignorant fréquemment mes besoins dans le processus. Au fur et à mesure que nous grandissions, cette préférence n'a fait que se renforcer. Je me souviens distinctement de mon 10e anniversaire. Je suppliais pour un vélo depuis des mois, laissant des indices et des coupures de magazines un peu partout dans la maison. Quand le grand jour est arrivé, j'ai ouvert mes cadeaux avec enthousiasme, pour ne découvrir que des vêtements et des livres. Mes parents m'ont expliqué qu'un vélo était bien trop coûteux. Seulement 2 semaines plus tard, ils ont offert à Jacques un vélo flambant neuf, sans raison apparente. Quand j'ai demandé pourquoi il en avait eu un et pas moi, ils ont répondu « Jacques a besoin de plus d'exercice. Toi, tu t'en sors très bien sans. » Ce schéma a persisté durant toute notre enfance. Quand j'ai eu une mention d'honneur au collège, mes parents ont à peine jeté un regard au certificat. Quand Jacques a eu un B+ sur une seule évaluation, toute la famille est sortie au restaurant pour fêter ça. Alors que nous approchions de l'adolescence, la différence de traitement est devenue encore plus évidente. À l'âge de 16 ans, j'ai décroché mon premier petit boulot dans une librairie de quartier à Rennes. J'étais folle de joie d'avoir enfin ma propre source de revenus et j'ai commencé à économiser pour mes études. Cependant, mon enthousiasme a été de courte durée. Jacques, qui avait alors 13 ans, s'est plaint à nos parents que c'était injuste que je puisse dépenser de l'argent alors que lui ne le pouvait pas. Au lieu de l'encourager à attendre d'être assez grand pour trouver son propre travail, nos parents m'ont demandé une somme déraisonnable. Ils ont exigé que je donne à Jacques la moitié de mes gains mensuels. J'ai été stupéfaite et j'ai tenté de protester, mais ils m'ont menacé de me licencier si je refusais. À contre-cœur, j'ai consenti, et j'ai vu mon frère dépenser la moitié de l'argent que j'avais durement gagné en jeux vidéo et en malbouffe. Cet incident a mis en place un schéma dans lequel Jacques se sentait en droit d'utiliser mes affaires. Au lycée, il empruntait souvent mes possessions sans ma permission. Mes vêtements, mes appareils électroniques, et même ma voiture une fois que j'avais obtenu mon permis. Si j'osais protester, mes parents me faisaient la morale sur l'importance de partager avec mon frère. Il ne semblait jamais penser que Jacques devrait apprendre à respecter la propriété d'autrui. Malgré ce favoritisme constant, j'ai étudié dur à l'école, persuadée que mes réussites académiques finiraient par me valoir un peu d'attention de la part de mes parents. Quand j'ai été acceptée dans l'université de mes rêves, à Lyon, avec une bourse partielle, j'étais aux anges. Je suis rentrée à la maison pour l'annoncer à mes parents, m'attendant à une réaction fière. Au lieu de cela, ils m'ont donné une réponse glaciale, me disant « C'est bien, ma chérie », avant de changer immédiatement de sujet pour parler du dernier match de football de Jacques. En revanche, quand Jacques a été accepté dans un IUT local quelques années plus tard, nos parents lui ont organisé une fête grandiose. Ils ont invité toute la famille élargie, fait appel à un traiteur, et ont même embauché un groupe de musique. En les regardant célébrer la performance médiocre de Jacques, je ne pouvais m'empêcher de me sentir blessée et remplie de ressentiment. La goutte d'eau a eu lieu pendant ma 2e année d'université. J'avais économisé pendant des mois pour m'acheter un appareil photo de haute qualité pour mon cours de photographie. La photographie était devenue ma passion, un exutoire créatif pour faire face au stress de ma situation familiale. J'avais fait beaucoup de recherches et avais finalement trouvé le bon appareil photo pour mon budget. Je suis rentrée à la maison pour les vacances de Noël, excitée de pouvoir enfin faire mon achat. Cependant, quand je suis allée chercher mes économies, j'ai découvert qu'une grande somme d'argent manquait. J'ai vite découvert que Jacques avait pris l'argent sans permission pour s'acheter une nouvelle console de jeu. Quand je l'ai confronté,
il a balayé le problème en disant que je n'avais qu'à rééconomiser. Nos parents ont refusé de le forcer à rendre la console ou à me rembourser, rejetant mon angoisse avec un nonchalant « Tu aurais dû mieux cacher ton argent ». Cette rencontre a été le point de rupture. J'ai su que quoi que je fasse, je ne serai jamais une priorité pour ma famille. Après cela, je me suis éloignée autant que possible. J'ai pris des emplois supplémentaires pour subvenir à mes besoins à l'université, et je ne rentrais que rarement pour les vacances. Quand je rentrais, Jacques faisait des remarques sarcastiques, disant que je pensais être trop bien pour la famille. Nos parents ne réprimandaient jamais son comportement, commentant constamment sur la façon dont j'avais changé et m'étais éloignée d'eux. Malgré le coût émotionnel, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai trouvé un bon poste dans le marketing. Dans ce nouvel emploi, j'ai rencontré un homme de 32 ans, qui allait devenir mon rock et mon plus grand soutien. Nous sortons ensemble depuis 5 ans et il a été très tolérant quant à ma situation familiale. La famille de Ryan est chaleureuse et aimante, me montrant ce que sont les vraies relations familiales saines. Ryan m'a demandé en mariage il y a 6 mois, lors d'une escapade surprise d'un week-end. C'était un moment merveilleux, et j'étais tellement impatiente de commencer à planifier notre avenir ensemble. Cependant, l'excitation de nos fiançailles a vite été remplacée par l'appréhension d'avoir affaire avec ma famille pendant la préparation du mariage. Après de longues réflexions, j'ai décidé de ne pas inviter Jacques ni mes parents au mariage. Je voulais que notre jour spécial soit rempli d'amour et de joie, pas de la négativité et de l'animosité qui ont rongé ma relation avec ma famille. La semaine dernière, ma mère m'a appelé en larmes, me demandant pourquoi il n'avait pas encore reçu d'invitation de mariage. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit qu'étant donné notre passé, je ne me sentais pas à l'aise de les avoir à la cérémonie. Elle m'a accusé d'être égoïste et de chercher à les punir, rejetant mes sentiments comme d'habitude. Mon père a ensuite appelé, déclarant que je brisais le cœur de Jacques en l'excluant d'un jour si spécial. Apparemment, Jacques avait dit à tout le monde qu'il allait être mon témoin d'honneur, même si nous ne nous étions pas parlé depuis des années. L'arrogance de sa présomption m'a abasourdi. Je suis restée ferme et je leur ai dit que ma décision était finale. Jacques m'a alors bombardé de messages en colère, m'insultant de toutes les façons possibles et imaginables. Il m'a accusé d'être jalouse de lui et de vouloir me faire passer pour quelqu'un d'important. C'était comme s'il avait réécrit notre enfance dans son imagination, se faisant passer pour la victime. Mes parents ont menacé de me couper de leur héritage si je ne les invitais pas tous au mariage. Cette menace aurait pu fonctionner il y a des années, mais je n'attends ni ne veux plus rien d'eux. Ryan soutient pleinement ma décision, reconnaissant à quel point la dynamique de ma famille est toxique. Il m'a proposé de gérer toute correspondance future avec eux afin de me protéger de leurs tactiques de manipulation. Cependant, certains de mes amis m'ont conseillé de simplement les inviter pour préserver la paix. Ils affirment que si je n'ai pas ma famille à mon mariage, je le regretterai. Leurs remarques ont semé le doute dans mon esprit. Est-ce que je suis trop dure ? Devrais-je leur donner une dernière chance ? Puis je me souviens de toute la douleur et la déception, et cela me rappelle pourquoi j'ai pris cette décision au départ. Je sais que c'est un long texte, mais je sentais qu'il était nécessaire de donner le contexte pour la raison de ma décision. Alors, chers amis, suis-je en tort de refuser que mon frère et mes parents assistent à mon mariage ? Première update. Je voudrais remercier tout le monde pour leur immense soutien sur mon article original. Vos remarques et vos mots m'ont donné du courage en ce moment difficile. Je voulais faire une mise à jour sur le problème, car il y a eu des changements significatifs ces dernières semaines. Après une nouvelle discussion avec Ryan, j'ai décidé de rester ferme sur ma décision de ne pas inviter Jacques ou mes parents au mariage. Cependant, Ryan m'a conseillé de les rencontrer en personne pour leur expliquer ma raison, ce qui pourrait nous apporter une certaine forme de clôture. Bien que j'étais hésitante, j'ai décidé que ça valait le coup d'essayer. Nous avons décidé de nous retrouver dans un endroit neutre, un café tranquille dans une ville voisine, près de Nantes. Je suis arrivée avec Ryan, me sentant à la fois anxieuse et déterminée. Mes parents et Jacques étaient déjà là, les yeux de ma mère étaient rouges à force d'avoir pleuré et mon père arborait sa moue de désapprobation habituelle. Jacques semblait plus réservé que ce à quoi je m'attendais. Dès que nous nous sommes assis, ma mère a commencé une tirade en sanglotant sur la loyauté familiale et sur la façon dont je détruisais tout le monde.
Mon père est intervenu avec des remarques sur mon comportement ingrat. Je les ai laissés parler en prenant de profondes inspirations pour rester calme. Quand ils ont finalement manqué de souffle, j'ai poliment exprimé ma position. J'ai mentionné des exemples spécifiques de la façon dont ils m'avaient fait du mal au fil des ans, comme l'incident de l'appareil photo et le favoritisme persistant. Je les ai informés que même si je tenais à eux, je ne pensais pas que notre relation justifiait leur présence à mon mariage. À ma grande surprise, Jacques a parlé d'une voix basse. Il a révélé qu'il avait intentionnellement cassé mon appareil photo à l'université. Il a admis qu'il avait toujours été préoccupé par mes réussites scolaires et regrettait que je le laisse derrière en allant à la faculté. Il a déclaré qu'il voulait me rabaisser pour se sentir mieux. La table est devenue silencieuse après cette révélation. Nos parents ont semblé stupéfaits, comme s'ils assistaient à notre dynamique pour la première fois. Ma mère a essayé d'arranger les choses en disant « Eh bien, c'était il y a longtemps. Il faut laisser le passé derrière nous », mais je ne l'ai pas accepté. J'ai fait remarquer que l'aveu de Jacques confirmait mon point de vue concernant la dynamique malsaine de notre famille. Mon père a alors tenté une nouvelle approche. Il a offert de payer l'intégralité du mariage, à condition qu'on les inclue. Cette tentative de manipulation financière m'a prise par surprise. J'ai refusé, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais de nous entourer de gens qui nous aiment sincèrement. Jacques a semblé vraiment perturbé par cela. Il a commencé à dire que j'avais toujours pensé être supérieur à la famille et que je finirais par regretter de les avoir repoussés. C'était comme si tous ces remords précédents avaient disparu, remplacés par la même rage et la même haine. À ce moment-là, Ryan, qui avait été d'un soutien silencieux pendant toute la conversation, a suggéré que nous partions. Alors que nous nous levions, ma mère a saisi mon bras et m'a demandé en sanglotant si cela signifiait que je les coupais définitivement de ma vie. Je lui ai honnêtement dit que je ne savais pas, mais que j'avais besoin de temps pour guérir et réfléchir. Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, mon téléphone n'a cessé de sonner de messages de la part de membres de la famille élargie. Jacques et mes parents semblent avoir fabriqué leur propre version des faits, prétendant que je fais une dépression nerveuse et que j'essaie de détruire la famille. Ma tante a même appelé pour me suggérer de reporter le mariage jusqu'à ce que je revienne à la raison. Le flux constant de messages et d'appels a été extrêmement épuisant. Je me suis retrouvée à remettre ma décision en question par moments, me demandant si je n'étais pas en train de réagir de manière excessive. Mais ensuite, je me suis souvenu des années de souffrance et de rejet, et je me suis rendu compte que je faisais la bonne chose pour moi-même. Ryan a été mon roc à travers tout cela. La façon dont ma famille m'a traité lors de la rencontre a seulement renforcé son soutien à ma décision. Il a suggéré que nous partions en week-end pour échapper au drame et nous concentrer sur notre relation. Nous avons fini par nous rendre dans une petite ville balnéaire à quelques heures de route, près de La Rochelle. Pendant notre voyage, nous avons passé du temps à nous promener sur la plage, à essayer de petits restaurants, et à simplement profiter de la compagnie de l'autre sans le nuage du drame familial au-dessus de nos têtes. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil, Ryan m'a dit à quel point il était fier de moi pour avoir tenu bon. Il m'a rappelé que nous sommes maintenant en train de fonder notre propre famille, une famille basée sur le respect mutuel et l'amour. Cette escapade était exactement ce dont j'avais besoin pour renforcer ma décision et me concentrer sur le futur merveilleux qui nous attend. Nous avons même discuté de déménager dans un nouvel endroit après le mariage pour prendre un nouveau départ loin du rappel constant du comportement destructeur de ma famille. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris la décision difficile de bloquer les numéros de téléphone et les profils sur les réseaux sociaux de ma famille. C'était radical, mais je savais que je devais protéger ma tranquillité d'esprit. Alors que la date du mariage approchait, nous avons pris des mesures pratiques pour nous assurer que tout se déroule comme prévu. Nous avons engagé un agent de sécurité pour le lieu de la cérémonie au cas où des invités non autorisés se présenteraient. Nous avons également protégé par mot de passe tous nos comptes de prestataires, nous assurant que personne ne puisse modifier nos plans. C'est malheureux de devoir prendre ces précautions, mais je veux être préparé à tout. À l'approche du mariage, j'essaie de me concentrer sur le positif, épouser l'amour de ma vie, entouré de gens qui sont devenus ma famille. Oui, je suis toujours triste de la situation avec ma famille biologique, mais j'apprends à réaliser que je ne peux pas les changer ni les faire m'aimer. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est aller de l'avant et construire la vie et la famille que je mérite.
Merci pour votre soutien continu. Cela signifie plus que vous ne le pensez d'avoir des gens qui reconnaissent mes sentiments après des années d'être manipulés par ma famille. Je posterai une autre mise à jour après le mariage pour vous faire savoir comment les choses se sont passées. Deuxième update. Cela fait presque un mois depuis ma précédente mise à jour, et je voulais partager quelques avancées avec ma famille et les préparatifs de notre mariage. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Ryan et moi avons finalisé la majorité des plans pour notre mariage, et nous sommes tous les deux impatients. Nous avons décidé d'organiser une plus petite célébration que nous l'avions initialement prévue, avec seulement nos amis les plus proches et la famille de Ryan. Cette approche rend l'événement beaucoup plus intime et important. Nous avons choisi un magnifique jardin près de Lyon pour la cérémonie et la réception. Le fleuriste a créé de magnifiques arrangements avec mes fleurs préférées, et nous avons prévu un menu qui convient à nos deux goûts. Ryan et moi avons répété notre première danse, ce qui a provoqué beaucoup de rires et de pieds écrasés, mais c'est un excellent moyen de se détendre de toute la tourmente familiale. Maintenant, pour la mauvaise nouvelle. Malgré mes souhaits déclarés, ma famille a continué de s'immiscer dans nos plans de mariage. La semaine dernière, ma mère est apparue de manière inattendue à mon travail. J'étais en réunion lorsqu'un collègue est venu me chercher, affirmant qu'il y avait une femme bouleversée dans le hall qui insistait pour me voir. Quand je suis arrivée dans le hall, j'ai découvert ma mère en larmes, qui faisait un scandale. Elle sanglotait et m'a supplié de reconsidérer ma décision, affirmant qu'elle avait déjà acheté une robe de mariée et qu'elle ne pouvait pas faire face à la perspective de ne pas voir sa petite fille marcher dans l'allée. Elle avait apporté des albums photos de mon enfance, espérant que voir des photographies de moments plus heureux pourrait me faire changer d'avis. J'ai été humiliée et mise en colère qu'elle me tende une embuscade au travail de cette manière. Je lui ai dit de partir et que si elle refaisait un tel coup, je devrais appeler la sécurité. Elle est partie en larmes et je me suis sentie mal à l'aise et préoccupée pour le reste de la journée. Mon superviseur a été compréhensif, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'humiliation. Quelques jours après cette rencontre, Jacques m'a envoyé un long courrier électronique. Comparé à ses précédents messages de colère, celui-ci semblait plus réfléchi. Il a écrit qu'il avait beaucoup réfléchi depuis que nous nous étions rencontrés au café. Il a admis qu'il avait été un frère exécrable en grandissant et a promis de faire amende honorable. Jacques a expliqué en détail comment il avait toujours été éclipsé par mes réussites et qu'il avait mal agi à cause de ses propres angoisses. Il a même proposé de payer pour l'appareil photo qu'il avait cassé toutes ces années auparavant, affirmant qu'il avait fait des recherches sur le modèle et déterminé sa valeur actuelle en euros. Bien que j'aie apprécié le geste et la réflexion sur lui-même, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était trop peu, trop tard. Des années de souffrance et d'animosité ne se dissipent pas avec un seul courrier électronique, aussi bien intentionné soit-il. J'ai répondu en le remerciant pour ses excuses, mais en déclarant que j'avais besoin d'espace et que ma décision concernant le mariage était définitive. Malheureusement, les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque j'ai découvert que Jacques avait d'une manière ou d'une autre obtenu les coordonnées de notre lieu de réception de mariage. La coordinatrice du lieu m'a appelée, semblant confuse. Elle m'a expliqué que quelqu'un se faisant passer pour Ryan avait appelé et tenté d'ajouter 3 noms à la liste des invités. Heureusement, la coordinatrice était vigilante et m'a consultée avant de faire des modifications. J'ai été stupéfaite de découvrir que Jacques était allé à de telles extrémités. J'ai ressenti cela comme une violation massive de mes frontières, et je me suis demandé si ces excuses par courrier électronique étaient sincères ou simplement une autre tentative de manipulation. Cet incident a confirmé mon choix de ne pas les inviter. Ryan a été furieux quand je l'ai informé de la tentative de mensonge de Jacques. Il m'a conseillé de demander une injonction d'éloignement, car il craignait que ma famille essaie de perturber le mariage. Nous réfléchissons à nos options, mais j'hésite à prendre des mesures légales, sauf si c'est absolument nécessaire. La perspective de prendre des mesures légales contre ma propre famille, même si c'est justifié, me semble être une étape importante. Sur une note plus positive, la famille de Ryan a été d'un grand soutien tout au long de cette épreuve. Le week-end dernier, ses parents m'ont invité à dîner, et sa mère m'a prise à part pour une conversation privée. Elle m'a dit qu'elle me considérait déjà comme sa fille et qu'elle était fière de moi pour avoir défendu mes droits. C'était touchant de me sentir si accueillie et aimée par eux, surtout étant donné les actions de ma propre famille.
Alors que le mariage approche, j'essaie de me concentrer sur le positif et de ne pas laisser le comportement de ma famille éclipser ce bel événement. Ryan et moi avons commencé des séances de conseil prénuptial, ce qui a été très bénéfique pour assimiler tout ce qui s'est passé et améliorer notre communication. Nous avons parlé de nos espoirs pour l'avenir et de la façon dont nous voulons que notre relation soit différente de ce que j'ai vécu en grandissant. Nous avons également choisi de planifier quelque chose d'unique pour nos enterrements de vie de célibataire. Au lieu de grandes fêtes, nous avons prévu un cours de cuisine privé pour nous-mêmes et nos témoins. C'est agréable de développer de nouvelles traditions qui ont du sens pour nous plutôt que de se conformer aux attentes des autres.